Merci à Valentino qui ne m'a pas facilité les choses avec une introduction aussi pleine de louanges. Et je dois dire que le sujet qu'il m'a proposé de traiter est pour moi un sujet très difficile. Et malheureusement, je crois que la présentation que je vais faire devant vous est une présentation relativement pessimiste. C'est en effet une réflexion sur ce que nous savons faire et ce que nous ne savons pas faire en archéologie, à propos plus particulièrement donc de la mort. Alors, c'est vrai, j'ai demandé la... Voilà. Alors, la première chose, ça va. La première chose, c'est finalement, qu'est-ce qu'une sépulture? Puisque nous nous interrogeons sur sépulture et non-sépulture. Nous, une sépulture, plus particulièrement en archéologie. J'ai choisi de retenir... Pardon. J'ai un problème de... Pardon, Sì, voilà. Questo. D'accord. Alors, la définition qu'ont donnée Jean Leclerc et Jacques Tarette, c'est finalement un lieu où ont été déposés les restes d'un ou plusieurs défunts. Il subsiste suffisamment d'indices pour que l'archéologue puisse déceler dans ce dépôt la volonté d'accomplir un geste funéraire. Je passe, c'est moins intéressant. Donc, un lieu défini, c'est le premier point. Deuxième point, essentiel, il faut qu'il y ait les restes d'un défunt. Et troisième point, la volonté d'accomplir un geste funéraire. On peut raisonner sur sépulture, on peut raisonner sur tombe. Souvent, les archéologues emploient les deux termes comme des synonymes, mais en général, on considère que dans tombe, il y a une dimension architecturale. Et Ginouves avait indiqué qu'une tombe était destinée à un seul mort. Ça, c'est une chose que nous ne retenons pas quand nous travaillons sur des périodes plus anciennes. Par exemple, nous parlons de tombes mégalithiques au néolithique, et manifestement, une tombe mégalithique n'est pas destinée à un seul mort. De même, il avait introduit une notion différente un petit peu pour le tombeau qui était appelé à être réutilisé, être utilisé pour plusieurs morts. C'est une distinction qui, en tout cas, n'est pas utilisée dans tous les champs de l'archéologie. Qu'est-ce qui n'est pas une sépulture? À l'évidence. Bon. Qu'est-ce qui n'est pas une tombe? Premier point, s'il n'y a pas de lieu. Alors, je passe très vite. Je ne vais pas faire un inventaire. Je n'ai pas cette prétention. Je passe très vite. Mais évidemment, par exemple, quand Indira Gandhi est brûlée et que ses cendres ont été répandues au-dessus de l'Himalaya à partir d'un avion, il y a des funérailles, mais on ne peut pas parler de sépulture dans la matérialité de la sépulture, naturellement. Pas d'intentionnalité envers le défunt. Ça, c'est un point extrêmement important. Une sépulture a nécessairement une connotation positive vis-à-vis du défunt. J'ai l'habitude de dire, elle me pardonnera, je suis très ami avec Paola Catalano, mais en réalité, je la déteste et un jour, je la tuerai. Je la tuerai, mais comme je ne veux pas être arrêté par la police, je creuserai une fosse, je mettrai son cadavre, et comme je ne veux pas qu'on m'arrête avec ses bijoux, avec ses lunettes, avec son argent, etc., je laisserai toutes ces affaires avec elle. Je ferme. Il y a une structure, il y a un cadavre, il y a du matériel d'accompagnement. Et naturellement, ce n'est pas une sépulture, c'est simplement une dissimulation de cadavre. Parce que tout le côté positif est vers moi. Et puis évidemment, j'ai fermé la fosse. Et tout d'un coup, je réalise que j'ai été pris de folie et qu'en réalité, j'aime beaucoup Paola Catalano. Et donc, je tombe à genoux,
je pleure, je récite la prière des morts, c'est devenu une sépulture. La matérialité archéologique est absolument indécelable. La distinction entre les deux est totalement possible. Donc, vous voyez, il y a effectivement une référence nécessaire à la pensée qui a dicté les gestes. Et cette pensée, dans bien des cas, est accessible pour nous. C'est là, évidemment, une grande difficulté. Cadavre perdu, cadavre inaccessible. Bon, évidemment, personne n'appellera les morts de l'éruption, n'appellera ces morts, ne dira de ces morts qu'ils sont en situation de sépulture. Il s'agit de morts accidentelles, de cadavres qui ont été perdus. Ce ne sont pas des sépultures. Il y a bien sûr toutes les questions des cadavres outragés, des privations de sépulture, etc. Ce que Louis-Vincent Thomas a appelé la réification du cadavre. Res, c'est la chose, la cause. Réification, c'est la chosification du cadavre. C'est la négation de la dimension humaine. Donc, on est hors contexte sépulcral. Et puis, évidemment, sacrifice, mort d'accompagnement, là, les choses se discutent davantage, on y reviendra, parce qu'évidemment, le mort d'accompagnement est dans la sépulture du personnage principal, mais il est mis à mort parce qu'il va continuer à jouer auprès de ce personnage principal le rôle qu'il jouait pendant la vie du personnage principal. Et donc, ce n'est pas sa propre sépulture, mais il est dans un contexte de sépulture. Et puis, évidemment, il y a aussi l'impossibilité de parler de sépulture lorsqu'on est dans l'absence d'un contexte funéraire. Il y a eu beaucoup de propositions de communication sur les deposizioni prone, ce que nous appelons le procubitus. Bon, en général, vous les découvrez à l'intérieur de nécropoles, à l'intérieur d'ensembles funéraires. Mais ici, par exemple, à Latte, donc dans le sud de la France, près de Montpellier, au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans un niveau d'inondation, dans un niveau de marécage, vous trouvez ce squelette d'une vieille femme qui est sur le ventre, en dehors de tout contexte. Est-ce que c'est un cadavre perdu? Est-ce que c'est une dame qui a été assassinée à l'eau? Est-ce qu'elle a eu un malaise et qu'elle est tombée à l'eau, etc. Véritablement se demander si nous sommes dans un contexte funéraire. Alors que dans bien des cas, évidemment, vos sépultures d'individus de deposizione prone sont à l'intérieur des nécropoles. Autre fait qui est très important, c'est l'absence de pré-programmation de la constitution du dépôt. Je veux dire par ce que nous découvrons, c'est le résultat terminal d'un processus complexe qui intègre peut-être un temps funéraire, mais qui intègre ensuite des réinterventions humaines qui n'étaient pas programmées par les personnes qui ont donné une sépulture aux défunts. Par exemple, tout ce qui procède de la gestion respectueuse a posteriori d'os reconnus comme humains, et vous avez par exemple les réductions de squelettes que vous connaissez. Je veux dire, on va réutiliser un sarcophage, une tombe, il y a déjà un mort, place aux jeunes, si je peux dire, on écarte les os. Le nouveau dépôt est un dépôt secondaire, mais qui ne représente pas la volonté de ceux qui ont donné une sépulture au premier défunt. C'est un réaménagement a posteriori qui n'est pas programmé. Nous avons donc ces éléments-là. Bon, je ne commente pas, je dirais, les images de réduction sont des images tellement classiques que nous n'avons pas à véritablement nous en préoccuper. Nous avons aussi les reliquaires. Un reliquaire est-il une sépulture? Certains archéologues disent oui, d'autres non. Il y a effectivement un individu qui est une sépulture, mais il y a une appropriation par le groupe d'un individu jugé par sa personnalité, par sa vie, suffisamment bénéfique pour qu'on l'intègre à l'espace des vivants, c'est-à-dire pour qu'on l'enlève
de l'espace des morts. Souvent, des archéologues diront que un reliquaire n'est pas exactement une sépulture, et pourtant, les mêmes archéologues vous diront qu'un héroon est une sépulture. Et finalement, l'héroon, c'est un personnage important qui va être intégré à la cité des vivants et qui n'ira pas dans l'espace funéraire réservé normalement à l'ensemble de la population. Donc là, il faudrait que nous ayons une réflexion un peu plus cohérente sur ce que nous appelons sépulture et non-sépulture. Évidemment, quand vous voyez ce type d'ossuaire avec ces reconstructions absolument extraordinaires, on n'est pas dans le traitement funéraire préprogrammé, on est dans quelque chose qui s'inscrit dans un deuxième temps, une présentation en quelque sorte, avec une présentation de la mort, si je peux dire, de l'image de la mort. Nous n'appellerons pas ça, certainement, une sépulture. Vous avez, par exemple, ce sont les catacombes de Paris. Nous savons de quoi il s'agit. Mais l'image que nous avons, finalement, on peut dire, mais oui, mais ça ressemble aux Tzompantli. Les Tzompantli, chez les Aztèques, ce sont des présentoirs de têtes d'individus tués au combat ou d'individus. Alors naturellement, dans les Tzompantli, comme il y a des barres de bois qui traversent, il y a des trous ici, il y a des trous là, mais dans d'autres cas, on peut avoir des présentations sans perforation des crânes. On aura des images assez similaires avec, vous voyez, des significations sans doute très différentes. Valentino m'a demandé de parler dans le cadre de la session où on aborderait les sépultures anormales. Alors, sépulture anormale, d'accord. Mais anormale, ça veut dire qu'elle ne s'inscrit pas dans la norme. Et quelle est la norme? Existait-il dans la société sur la question une norme contraignante en termes de traitement funéraire, ou doit-on admettre un mécanisme funéraire parfaitement assumé par la population? C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à apprendre l'archéologie, on me disait dans telle culture, crémation, dans telle culture, c'est l'inhumation dans telle position, etc. Les progrès de la recherche ont bien montré que c'était beaucoup moins systématique que cela. Michel Gras a évoqué la nécropole grecque archaïque de Mégara Ibléa. Tout à fait extraordinaire de voir la multiplicité des formes de sépulture, des modalités du traitement funéraire à l'intérieur d'une même cité grecque archaïque et sur un temps finalement très bref, qui couvre à peine 2 siècles. Et, oui, un petit peu plus de 2 siècles. Bon. Donc, cette idée d'une norme contraignante, c'est quelque chose qui est peut-être, qui doit être sans doute revu. Alors, par exemple, j'évoquais les dépositions prone, et bon, on y pense tous. Mais tout dépend des contextes. La position du squelette la position du corps dans la sépulture. Évidemment, si vous travaillez dans la péninsule ibérique, que vous voyez un individu couché sur le côté droit, sans mobilier, et dont le regard regarde vers l'est-sud-est, dans la péninsule ibérique, tous les archéologues, depuis des décennies et des décennies, identifient les sépultures. Vous savez qu'en Italie, plus longtemps, je dois dire que c'est Francesco Fabri qui était venu se former à Bordeaux, qui m'a appris à reconnaître les sépultures au moment où il a eu à en découvrir en Sicile. Bon, c'est bien connu aujourd'hui. Il y a 30 ans, l'identification des sépultures musulmanes en Italie du Sud était quand même moins avancée, je dirais, moins systématique que dans la péninsule ibérique. Là, vous avez la photo du premier exemple qui était en France il y a seulement un an, dans une opération d'archéologie préventive à Nîmes. Dehors du cimetière chrétien, il a été trouvé 3 sépultures d'individus dans ces positions. On savait bien par les textes qu'il y avait des commerçants arabes qui circulaient, hébreux, etc. Et forcément, de temps en temps, il y en avait un qui mourait. Il n'allait pas dans le cimetière chrétien.
Mais là, vous avez une véritable sépulture. C'est-à-dire que cette sépulture est anormale si vous jugez sur le patron chrétien. C'est une sépulture parfaitement normale pour un musulman. La notion de sépulture anormale, évidemment, impose de faire référence au contexte et surtout de prendre du recul par rapport au contexte. Sépulture anormale, mais par rapport à, encore une fois, quelle norme? Le traitement du cadavre. Inhumation ou crémation? Fouillé un dolmen dans le sud de la France, près de Carcassonne. Ce dolmen nous a livré une quantité extraordinaire de restes humains. Nous avons coordonné un peu plus de 99 000 fragments, une quantité tout à fait extraordinaire pour le chalcolithique. Et sur ces 99 000 fragments osseux, il y a 18 fragments brûlés. 18 fragments osseux brûlés et fortement brûlés. Il n'y a pas de traces de feu dans la chambre. Est-ce que c'est un traitement anormal ou est-ce que c'est une mort accidentelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'incendie de sa maison et puis on a peut-être ramassé ce qu'on a pu récupérer pour l'amener dans la sépulture collective? C'est absolument pas. On a un traitement anormal. Ce traitement était-il codifié? Est-ce que c'est un traitement funéraire ou les circonstances du décès ont-elles imposé finalement la crémation du cadavre, le mort en brûlant dans sa maison? Je ne le sais évidemment pas. Mode de traitement du cadavre. Eh bien, vous le savez, nous avons l'habitude de raisonner avec une opposition systématique entre sépulture primaire et sépulture secondaire, simple et double funérailles, suivant l'œuvre fondatrice de Hertz en 1900, etc. Oui, mais avons-nous le droit de le faire? Il y a quelques années en France, il y a eu une canicule terrible pendant l'été. Il y a eu plusieurs milliers de personnes âgées qui vivaient seules, qui sont mortes chez elles. Parfois, on a découvert leur corps plusieurs mois après. Quand la police est entrée dans les corps étaient décomposés. Ce qui a été récupéré, c'était des os ou des fragments de cadavres déjà dans un état de décomposition très avancé. Évidemment, la famille n'a pas vu, on n'a pas montré ce genre de choses, le plus souvent. On a enfermé ces restes disloqués, déjà des os libérés de la position des ligaments. On les a enfermés dans des cercueils, la casa di legno, et on a déposé ça selon les rites actuels, les rites en vigueur dans notre pays. On a déposé ça dans les cimetières. C'est-à-dire que pour la famille, c'était le traitement funéraire parfaitement normal. Si nous fouillons un jour, dans l'avenir, ces sépultures, les gens vont dire, tiens, sépulture secondaire, avec un séjour dans un pourrissoir, récupération, etc. Non, ce sont les circonstances de la découverte du corps, ce n'est pas le traitement funéraire. Or, ce que nous savons lire au moment de la fouille, évidemment, la matérialité, le stade de décomposition plus ou moins avancé qu'avait atteint le cadavre au moment où il a été du traitement funéraire. Nous avons l'habitude de considérer que cet état dans lequel se trouve le corps est un élément structurant fondamentalement structurant de la typologie des traitements funéraires. Pas forcément. Et ça va même plus loin, parce que là, j'ai parlé de quelque chose d'accidentel. Mais Douglas Hubelecker a, donc ça c'était découverte tardive, Douglas Hubelecker a introduit une réflexion nécessaire sur ce que nous avons tous appris, le caractère forcément structurel dans la typologie des gestes funéraires de l'état de décomposition, en dehors donc de ces accidents.
Eh bien, Douglas Hubelker a travaillé sur des sépultures d'Indiens du Potomac, dans le Maryland. Bon, évidemment, ce n'est pas une photo, ce sont des sépultures d'Indiens du XVIIe. Les textes nous disaient que c'était des sépultures avec double funérailles. Exposition du corps, comme vous voyez, et après décomposition, récupération des os, normalement, et dépôt dans la fosse. Il fouille. Il trouve effectivement l'image de paquets d'os, de sacs d'os, tout à fait conforme à la théorie, mais il trouve aussi des corps en connexion parfaite. Ah. Eh bien, il a recherché dans les textes, il a trouvé l'explication. Tous les 5 ans, je ne sais pas, je dis 5 ans, c'est peut-être 10 ans, enfin peu importe, tous les 5 ans, on ouvrait une fosse, on creusait une fosse, et dans cette fosse, on mettait toutes les personnes qui étaient mortes depuis la fermeture de la fosse précédente. Si le sujet est mort depuis 5 ans, c'est un sac d'os. S'il est mort depuis 2 jours, c'est un squelette en parfaite un cadavre, pardon, en parfaite connexion anatomique. Pour l'archéologue qui fouille, les images illustrent 2 modalités fondamentalement opposées des comportements funéraires. La réalité est tout autre. Dans ces populations, l'état de décomposition du corps n'est pas l'élément structurant. L'élément structurant, c'est une date fixée par les calendriers, etc. Et il suffit d'introduire cela pour compromettre totalement les raisonnements que nous avons ou ne savons pas faire en archéologie funéraire. Et puis, alors on va un peu plus loin dans l'anomalie, la constitution de l'assemblage osseux. Là, je vous ai mis la photo d'une sépulture collective en grotte néolithique que j'ai fouillée dans le sud de la France. Il y a les restes d'environ 75 individus. Eh bien, il y a un recrutement de l'ensemble funéraire très particulier. Il y a une exclusion des enfants. C'est-à-dire que sur 75 individus, on a au total, je crois, une dizaine de sujets immatures et seulement 2 de moins de 5 ans, totalement incompatibles avec des courbes de mortalité. Parfaitement conservés, donc il y a une sélection. La sépulture est anormale par rapport à la mortalité dans le groupe. Vous pouvez appeler ça une sépulture anormale. De même, il y a une sélection en fonction de critères génétiques. Ça, est-ce que c'est un caveau de famille? Est-ce que c'est un groupe qui fonctionne dans l'endogamie, etc. Bon, on peut discuter, mais il y a effectivement un problème de représentation de l'échantillon osseux par rapport à l'ensemble de la population, je dirais du sud, du Midi-Méditerranée, ou quelque chose comme ça. Il y a une sélection. Et puis, chose plus étonnante encore, il y a là, ce que vous voyez, c'est la représentation du nombre d'individus donnés par chaque type d'os. En vert, vous avez les os des pieds. Et vous voyez que ce sont les os des pieds qui donnent le maximum le nombre maximum d'individus. Et ce que vous voyez à la partie inférieure de l'image, ce qui est en bleu, ce sont les fémurs, les tibias, c'est-à-dire les os les plus volumineux, mais aussi des os qui comptent parmi les plus résistants de l'organisme. Il y a une gestion particulière. On sait qu'après la décomposition, les néolithiques ont ressorti les blocs crânio-faciaux, en tout cas une proportion importante de blocs crânio-faciaux, une proportion importante des grands os longs des membres, les pièces les plus volumineuses. Pour tout dire, par exemple, le coccyx, qui est vraiment une pièce toute petite et relativement fragile, représente 150% de l'effectif des sacrums. Bon, c'est-à-dire que les os les plus gros ont été sortis. C'est une sépulture anormale. Vous pouvez dire c'est anormal. En fait, ça illustre des particularités du fonctionnement funéraire. Alors, maintenant, un autre point. Lorsque nous parlons de la tombe, une tombe, ça a une double fonction. Ça a la fonction sépulcrale, c'est-à-dire que c'est le réceptacle des restes matériels, des restes squelettiques du défunt.
Mais aussi, la tombe, et vous en avez parlé, la tombe, c'est le point d'ancrage éventuel de culte commémoratif, de culte, etc. Même si dans vos sociétés, les souvenirs étaient souvent très, très limités. L'interprétation d'une tombe vide. Nous voyons une structure qui se présente, qui a les caractéristiques d'une tombe architecturale, mais dans laquelle il n'y a pas d'os. La définition de la sépulture, au début, nous parle de la nécessité, de la présence nécessaire d'un ou plusieurs individus. Peut-être. Bon, la première chose à laquelle on pense, cénotaphe. Un cénotaphe, c'est une tombe vide parce que le corps était perdu. Donc, c'est finalement une tombe sépulture, en quelque sorte. De la même manière, une tombe construite mais non utilisée. Je vais en donner un exemple. Et puis des tombes utilisées, mais qui ensuite ont été vidées. Soit pour des raisons taphonomiques de dégradation de l'os, soit accidentellement, une réintervention, mais soit intentionnellement. Constitution de ossuaires et tombes provisoires. Les tombes provisoires sont des tombes auxquelles on a peu réfléchi, mais qui sont des tombes qui ont une dimension fondamentale en archéologie. Michel Gras reconnaîtra le groupe familial Paul de Mégara-Ibléa au VIe siècle. Bon, vous avez une construction, bon, il y a de l'eau, mais peu importe, un ensemble tout à fait monumental. Et puis, si vous regardez, eh bien, il y a un nombre considérable de tombes vides qui n'ont jamais été utilisées. Or, là, on situe l'établissement de cet ensemble dans une phase relativement avancée du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir qu'en 483 avant Jésus-Christ, Gélon, le tyran de Syracuse, décide que Mégara n'existera plus. Et la population est emmenée. Et là, vous avez l'image de tombes qui ont été prévues, mais qui n'ont pas été utilisées, tout simplement parce que les gens sont partis. Nous avons le contexte ici, Pompéi, la nécropole de la Porta Nocera. Bon, vous avez le monument de Troie et vous avez l'inscription. Précisément, nous avons deux inscriptions successives. La première inscription nous dit que M. Publius Phileros a franchi, etc. Ensuite, il devient Augustalis, il le fait rajouter, a fait ce monument pour lui-même, etc., pour sa patronne, Vésonia, et pour Marcus Orpheus, son ami, qui est aussi un affranchi. Pas de problème. Et puis, il se passe quelque chose, puisqu'il fait construire le monument et puis il vit. Il se passe quelque chose de très particulier qui lui dicte la volonté de mettre une deuxième inscription. Et cette deuxième inscription est extraordinaire, puisqu'il nous dit « Passant, arrête-toi et apprends ce dont tu dois te méfier. Celui que je croyais mon ami, Orphélius, m'a trahi, m'a traîné devant les tribunaux, etc. Et donc, qui ne soit plus accueilli par les dieux, ainsi de suite. » Il n'a pas le droit d'enlever la statue, ni la dédicace. Dédicace Dieu. Donc, on ne peut pas récupérer ce qu'on a donné aux dieux. En revanche, bien entendu, derrière, eh bien, vous avez au dos du monument funéraire, vous avez la stèle de Publius Vesonius Phileros, vous avez la stèle de Vésonia, et puis ici, il y avait la stèle de Marcus Orpheus Faustus, et puis au moment où Marcus Orpheus Faustus a trahi, Vesonius a fait couper la stèle, il a fait sceller l'urne, et en fait, nous avons fouillé l'urne est vide. C'est-à-dire que la tombe a été prévue, mais pour des circonstances particulières, juridiques, de trahison, etc., la tombe n'a finalement pas utilisé. Les sépultures provisoires, c'est une chose dont on parle peu, et pourtant, l'archéologie préventive en a fait découvrir des dizaines et des dizaines dans les dernières années dans la partie nord de la France. Ici, vous avez un cimetière dans le parc du château du Soupir. La photo est prise en 1917. Il y a des combats, il y a des morts. On fait un cimetière militaire.
on a le plan du cimetière militaire, avec les numéros de matricule des soldats morts, et on a même les années de décès, puisque ce cimetière a été alimenté dans plusieurs périodes. Mais à la fin de la guerre, le appartient à un particulier. Et donc l'armée fait exhumer les corps décomposés, plusieurs années après, fait exhumer les corps souvent décomposés, et ce qui est récupéré est transféré dans un cimetière militaire, dans des tombes individuelles. Les archéologues ont fouillé ce qui reste. Tombe ou pas tombe, sépulture ou pas sépulture? Oui. Bien sûr, ces fosses ont été des sépultures. Elles ne le sont plus, puisque les os ont été sortis, ont été transférés dans un autre gisement. Alors ça peut vous paraître étrange, mais c'est chose auxquelles nous sommes confrontés. Et je vous en donne un nouvel exemple à Pompéi. Vous avez ici la niche funéraire de Castricia Prisca, une affranchie morte à l'âge de 25 ans. Castricia Prisca, donc on a les inscriptions, etc. Et devant sa stèle, il y a une fosse, un coffre avec des os qui étaient manifestement dans un sac ou dans un contenant organique. Mais à côté de la tombe de Castricia, sur le côté... pardon, je pense que... Voilà, ici, vous avez deux stèles, vous avez deux tombes. Une tombe normale, et cette tombe, la tombe 102, vous avez la stèle, vous avez la mensa, vous avez l'urne, et au fond, vous avez le déversoir qui proviennent du nettoyage du bûcher. L'urne est vide. Eh bien, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que j'ai trouvé des collages de fragments osseux entre ceux qui étaient contenus et ici. Là, vous avez très probablement une sépulture provisoire. Cette femme est morte à 25 ans, elle n'avait pas de monument, on l'a brûlée, on lui a fait une sépulture provisoire, on a curé les cendres de l'air de crémation qu'on a déversé au fond de la fosse. Donc, à Pompéi, dans les urnes, les os étaient contenus dans des sacs de tissu. Secondairement, on a construit le monument, et puis on a transféré les os de la sépulture provisoire jusqu'à la tombe définitive. Là, j'anticipe sur une communication qui aura lieu demain, je crois. C'est une communication qui fait référence à la nécropole Santa Rosa, dont parleront Leonardo Di Blasi et Monica Ricciardi. Donc, une nécropole romaine. Ça, c'est le tombeau d'Alcimus. La stèle nous dit que Fabia Filtatea a fait ce tombeau pour son mari, etc. Et vous avez un certain nombre d'urnes prises dans la maçonnerie. Et il y avait en plus une urne dans l'angle de la chambre, qui contenait une urne en verre, qui contenait aussi des os. Je passe rapidement. Dans chaque urne, on fouille l'urne par passe consécutive de démontage. Dans chaque urne, chose étrange, les restes de plusieurs individus. C'est-à-dire que ces urnes ne sont pas des tombes individuelles, ces urnes contiennent les os de plusieurs personnes. Dans la première urne, il y a en fait un adulte et deux enfants, l'enfant principal qui a à peu près 9 ans et un enfant qui est représenté par deux fragments osseux qui doit avoir entre 3 et 5 ans, quelque chose comme ça. L'urne suivante ne contient que les os d'une femme, peut-être Fabia Filtatea, la femme. La suivante ne contient que les cendres, mais les restes d'un adulte. L'autre contient les restes de 3 adultes, dont un homme. Et puis, la suivante, 2 adultes, la suivante, 2 adultes, et dans l'urne en verre, c'est extraordinaire, il y a 4 sujets. Les restes de 2 adultes et de 2 enfants. Et puis, il y a les dépôts à la surface du sol ou dans une fosse qui a été creusée ultérieurement, mais ça, ce sont des réoccupations a posteriori. Donc, si je regarde le nombre minimal d'individus, je vais dire, tiens,
J'ai 3 adultes dans la 1, enfin je ne reprends pas l'intégrale, 16 sujets, 4 enfants et 12 adultes, plus les sujets surnuméraires, réalisation postérieure. Mais si maintenant je cherche à coller les fragments osseux brûlés, ce qui est un travail extrêmement fastidieux, extrêmement long, mais extrêmement utile, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a des échanges dans tous les sens. Si ce n'est dans cette tombe qui est peut-être celle de Castricia Prisca, c'est-à-dire que vous avez les os des mêmes individus qui se retrouvent dans plusieurs urnes. Et au total, il y a seulement 6 sujets, 2 enfants, les 2 enfants dont je vous ai parlé. Alkimos est peut-être dans une chambre souterraine, nous le saurons toujours, dans une chambre souterraine située au-dessus du mausolée. Ne croyez pas que je vous parle d'autre chose. L'interprétation, c'est que finalement, à la mort d'Alkimos, elle fait construire ce monument pour son mari. Elle réserve une urne où elle sera. On a discuté avec John Scheid et il est parfaitement d'accord avec cette proposition interprétative. Il s'agit probablement du transfert des os de membres de la famille qui étaient morts antérieurement, qui avaient été brûlés, et au moment de la construction du mausolée, il y a un transfert. C'est une chose. On m'a dit qu'il y a un texte qui parle d'un sujet qui doit demander l'autorisation à un collège de pontifes pour faire transférer les os de son père définitive. C'est donc une possibilité. Là, on n'a pas la même chose que précédemment, mais on a quand même un indice de transfert. J'ai normalement j'ai regardé. Alors, sépulture provisoire ou lieu de dépôt transitoire. Parce que, évidemment, ça nous renvoie à d'autres types de structures, de lieux qui ont une fonction nécessaire au processus funéraire, mais qui ne sont pas forcément des sépultures. Le lieu de dépôt provisoire, c'est le pourrissoir dans les sépultures secondaires. C'est le bûcher dans les crémations. À la fin de la crémation, lorsqu'on a collecté les os, il reste des cendres, il reste des particules osseuses. Quel est le statut de ce lieu ? Eh bien, le statut est extrêmement variable. L'anthropologie culturelle nous montre que dans certains cas, ça reste un lieu tout à fait sacré, intangible. Dans d'autres cas, c'est quelque chose de complètement banalisé. La distinction entre les deux, on peut espérer, je dirais, peut-être, on peut espérer chercher les traces de gestes commémoratifs, mais encore faut-il que ces cultes commémoratifs aient été longs, parce que s'ils suivent de peu le prélèvement, nous serons probablement incapables d'interpréter ces traces. Alors, je vais m'arrêter là. Il y a évidemment une foule de choses sur les morts d'accompagnement, des nécropoles, de charniers de peste. Il y a énormément de pour lesquels nous pouvons avoir des images similaires. En fait, la distinction, dans la majorité des cas, ne peut faire que si nous avons connaissance du contexte historique, si nous avons connaissance des si nous ne disposons que de la matérialité du terrain, du plan de l'ensemble et des observations sur les sépultures, nous décrirons des structures et nous serons incapables de savoir s'il s'agit véritablement de structures fonctionnelles. Elles sont inscrites dans le contexte funéraire, mais quelle est leur signification ? Est-ce qu'elles ont une dimension de sépulture ? Est-ce qu'elles ont une dimension de tombe ? Ou est-ce qu'elles ont simplement une dimension transitoire ? Malheureusement, ce sont des choses que nous ne savons pas faire. Je vous remercie.